Le Khanat des ténèbres. Le tunnel dans lequel il marchait était propre, sec et désert. Une exquise brise légère effleurait le visage, pas un rat à l'horizon, pas d'embranchement suspect ni de galerie irradiant les ténèbres, seulement quelques portes verrouillées de locaux de service. Habiter dans ce tunnel aurait été bien plus agréable que dans certaines stations. Qui plus est, ce calme et cette propreté peu naturelle, loin de mettre en garde le voyageur, lui faisaient oublier tous les avertissements et dissiper les appréhensions qu'il avait en y pénétrant. Les récits à propos des disparitions semblaient des fables grotesques, et Artyom commençait à se demander s'il avait réellement assisté au lynchage du malheureux qu'on avait pris pour un pestiféré, ou s'il l'avait rêvé alors qu'il somnolait sur la bâche devant le feu du philosophe errant. Il fermait la marche avec Khan, qui redoutait qu'un par un les gens se laissent distancer, et dans ce cas, selon ses propres termes, que nul n'arrive à Kitaï-Gorod. Le philosophe marchait d'un pas souple à côté d'Artyom, serein, comme si rien ne s'était passé. Et les rides qui barraient son visage au moment de l'altercation à la Soukarevskaya avaient disparu. La tempête s'était calmée, et Khan avait recouvré sagacité et retenue. Le loup acharné avait disparu. Mais Artyom se doutait que la transformation inverse ne prendrait pas plus d'une minute. Il sentait également que la prochaine opportunité de lever le voile sur un des mystères du métro ne se présenterait pas de sitôt, si jamais elle devait un jour se représenter à lui. Aussi résolut-il de profiter de l'occasion. « Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce tunnel ?»« Personne ne le sait. »« Et je suis du nombre, » répondit l'autre à contre-cœur. « Oui, il est des phénomènes dont je ne perçois rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça n'a pas de fond. Quand je m'adresse à moi-même, j'appelle cela un trou noir. J'imagine que tu n'as jamais vu les étoiles. Si, une fois. Et sais-tu quelque chose du cosmos? Eh bien, sache qu'une étoile mourante peut devenir un trou noir si, sous l'effet de sa propre gravité, elle commence à se dévorer elle-même, aspirant tout ce qui se trouve à sa surface vers son centre, devenant de plus en plus petite, mais bien plus dense et bien plus lourde. Et plus elle devient dense, plus sa force d'attraction grandit. Ce processus est irréversible et ressemble à une avalanche. Avec la croissance de l'attraction, des proportions de plus en plus grandes de matière vont se précipiter vers le cœur de ce monstre. Quand une certaine étape sera franchie, il se mettra à engloutir ses voisins, toute la matière disponible dans son rayon d'action, et enfin il en viendra à absorber les ondes lumineuses. Sa force titanesque lui permettra d'absorber la lumière d'autres étoiles, d'autres soleils, et l'espace autour de lui sera mort et noir. Rien de ce qui tombe en son pouvoir n'est en mesure de s'en échapper. C'est l'étoile des ténèbres, le soleil noir, répandant autour de lui froid et obscurité. Khan se tut et prêta l'oreille aux conversations du groupe qui marchait devant eux. « Mais quel rapport avec ce tunnel ?» demanda Artyom, après qu'ils eurent marché 5 minutes en silence. « Tu sais, je possède le don de clairvoyance. J'arrive parfois à entrevoir l'avenir, le passé, ou à me projeter ailleurs par la pensée. Tout ne m'est pas clair. Des pans entiers me sont dissimulés. Par exemple, je ne peux pas savoir pour l'heure l'issue de ta quête, et d'ailleurs, ton avenir tout entier demeure pour moi un mystère. Mais quand j'essaie d'observer ce qui se passe ici, ou d'apprendre la nature même de ce site, devant moi, il n'y a que des ténèbres. Le rayon de ma pensée ne revient pas de l'obscurité absolue de ce tunnel. C'est pour cela que je définis ce phénomène comme un trou noir quand je raisonne avec moi-même. Voilà tout ce que je peux te dire à ce sujet. » Il se tut et laissa passer quelques instants. Puis il ajouta d'un air énigmatique. « Et c'est à cause de lui que je suis ici. » « Alors vous ne savez pas pourquoi le tunnel est parfois sans danger, alors qu'il avale parfois les voyageurs? Et pourquoi uniquement des voyageurs solitaires? Je n'en sais pas plus que toi là-dessus, même si cela fait 3 ans que je cherche à percer ce mystère en vain. » L'écho portait leurs pas au loin. L'air était comme transparent. On y respirait à son aise, et les ténèbres ne semblaient pas du tout effrayantes. Et même les paroles de Khan n'étaient pas inquiétantes.
Il semblait à Artyom que l'amorosité de son compagnon de route ne venait pas tant des mystères et des dangers du tunnel que de son incapacité à faire aboutir ses recherches. Une obsession complètement tirée par les cheveux et risible. Cette section de voie rectiligne et déserte ne présentait aucun danger. Dans sa tête se mit à tourner un petit air joyeux qu'il devait avoir chantonné sans s'en rendre compte, car Khan se tourna soudainement vers lui, l'air moqueur, et demanda « Eh bien, on s'amuse? Tu te plais bien ici, pas vrai? C'est tellement calme, tellement propre. » Yop, acquiesça joyeusement Artyom. Et il se sentit léger et heureux que Khan ait compris son humeur et qu'il partage sa joie. Que lui aussi marche en souriant, sa mauvaise humeur et ses pensées noires oubliées, que lui aussi dorénavant fasse confiance à ce tunnel. Tiens, ferme un peu les yeux. Laisse-moi prendre ta main pour que tu ne trébuches pas. Vois-tu quelque chose? Demanda Khan avec curiosité, maintenant la main d'Artyom dans la sienne. Non, rien du tout. Seulement un peu de lumière des lampes sur les paupières, répondit Artyom, un peu déçu. Puis il poussa un cri. Voilà, tu y es, fit Khan d'un air satisfait. C'est beau, n'est-ce pas? C'est saisissant, comme l'autre fois. Il n'y a pas de plafond et tout est si bleu. Mon Dieu, que c'est beau! Et cet air! Cela, mon ami, c'est le ciel. Curieux, n'est-ce pas? Si on ferme les yeux et qu'on se détend, voilà ce qu'on peut voir. Ce qui est étrange, c'est que même ceux qui ne sont jamais allés dehors le voient. Et cette impression d'être à la surface, celle d'avant. Et vous, est-ce que vous le voyez? Demanda Artyom béatement, ne voulant plus ouvrir les yeux. Non, dit Khan en s'assombrissant. Presque tout le monde le voit, mais pas moi. Seulement des ténèbres. D'épaisses et brillantes ténèbres, tout autour du tunnel, si tu vois ce que je veux dire. L'obscurité au-dessus, en dessous et sur les côtés, seul un fil de lumière s'étire sur toute sa longueur, et nous suivons ce fil lorsque nous pénétrons dans ce labyrinthe. Peut-être suis-je aveugle, peut-être les aveugles sont-ils tous les autres. Bon, allez, ouvre les yeux, je ne suis pas un chien d'aveugle, je ne compte pas te tenir la main jusqu'à Kitaï-Gorod. Sur ces mots, il lâcha la main d'Artyom. Celui-ci essaya d'avancer encore à l'aveuglette, mais il se prit les pieds dans une traverse et faillit s'étaler de tout son long. Il ouvrit alors les yeux à contre-cœur et marcha en silence, un sourire bête sur les lèvres. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il enfin. « Des fantasmes, des rêves, des états d'esprit, tout cela à la fois, » répondit Khan. « Mais tellement versatile. Ce ne sont pas tes rêves ni ton état d'esprit. Nous sommes nombreux, il n'arrivera rien, mais cet état d'esprit, cette humeur, peut être tout autre. Tu auras encore l'occasion de le sentir. Regarde, on arrive déjà à la tour Genevskaya. On a fait vite. Mais on ne peut pas s'y attarder, même le temps d'une pause. Des gens vont demander à s'arrêter pour souffler, mais tout le monde ne peut pas sentir les tunnels. Dans leur grande majorité, nos compagnons en ressentent moins qu'il ne t'est donné de percevoir. Nous devons progresser, même si cette progression va devenir de plus en plus difficile. Ils entrèrent dans la station. Le marbre clair qui recouvrait les murs était semblable à celui de Prospect Mira et de la Soukarevskaya. Mais là-bas, les murs et le plafond étaient couverts d'une telle couche de suie et de saleté qu'il était impossible d'apercevoir la pierre. Ici, au contraire, elle resplendissait dans toute sa majesté, et il était difficile de détacher les yeux. Les hommes avaient abandonné cette station depuis si longtemps qu'il n'y restait aucune trace de leur occupation. La tour Genevskaya présentait un très bon état de conservation, comme si elle n'avait connu ni infiltration d'eau, ni incendie, et sans l'épaisse couche de poussière sur le sol, les bancs et les murs, on aurait cru qu'un flot de passagers allait bientôt l'envahir, ou qu'une rame prévenant de son arrivée imminente par un signal mélodieux allait y rentrer. Durant toutes ces années, rien n'y avait changé. Artyom se souvenait encore des récits de son père adoptif à propos de cette station où se mêlaient perplexité et vénération. Il n'y avait pas de colonne à la tour Genevskaya.
Des arches basses étaient découpées dans l'épaisseur du marbre à d'assez grands intervalles. Les lampes du convoi d'Artium manquaient de puissance pour traverser les ténèbres de la salle et éclairer le mur opposé. Ainsi, on avait l'impression que derrière les arches, il n'y avait plus rien que le néant obscur, comme si on se tenait sur le bord du grand tout, au point de rupture où s'arrête la création. Ils dépassèrent la station assez rapidement, et, contrairement aux inquiétudes de Khan, nul ne demanda à y faire une pause. Tous leurs compagnons de voyage paraissaient inquiets et évoquaient de plus en plus la nécessité de continuer pour rejoindre le plus vite possible des stations habitées. « Sens-tu comme l'humeur change ?» remarqua doucement Khan, en levant l'index comme s'il cherchait à déterminer le sens du vent. « Il nous faut réellement nous déplacer plus vite. Ils le ressentent dans leurs tripes aussi bien que moi par mes sens mystiques. Mais quelque chose me dérange, m'empêche de poursuivre la route. Attends ici quelques instants. » Il sortit avec précaution de sa poche intérieure la carte qu'il appelait guide, et, ordonnant aux autres de ne pas bouger, il éteignit sa lampe, fit quelques grands pas, et plongea dans l'obscurité. Quand il se fut éloigné, un homme se détacha du groupe, et lentement, comme s'il devait se forcer à faire chaque pas, s'approcha d'Artium. Arrivé à sa hauteur, il lui adressa la parole si humblement que le jeune homme eut toutes les peines du monde à reconnaître l'homme trapu qui les avait menacés, Khan et lui, à la Soukharevskaïa. « Écoute, mon gars, c'est pas bien, ça, qu'on reste planté là. Dis-lui qu'on a peur. Bien sûr, on est nombreux, mais il peut arriver n'importe quoi. Ce tunnel est maudit, et cette station aussi. Dis-lui qu'il faut qu'on avance. Tu m'entends ? Dis-lui, s'il te plaît, finit-il. Et, détournant le regard, il s'empressa de regagner le groupe. Ce dernier, s'il te plaît, eut sur Artium l'effet d'un électrochoc. Il fit quelques pas pour se rapprocher du groupe et entendre la teneur générale des conversations. Il se rendit soudain compte que, de son humeur joyeuse, il ne restait plus trace. Dans sa tête, où quelques minutes plus tôt un petit orchestre exécutait des marches entraînantes, régnait un silence oppressant. Seuls venaient troubler cette quiétude les hurlements des courants d'air qui leur parvenaient des tunnels devant eux. Artiom se figea dans l'attente de quelque chose, d'un changement qu'il pressentait imminent et inéluctable. Puis ce fut comme si, en l'espace d'un instant, une ombre invisible les avait survolés. Tout ce qui les entourait devint inquiétant et inhospitalier. Le calme et la confiance qui régnaient sans partage sur son esprit depuis qu'ils avaient emprunté le tunnel s'étaient envolés. Le jeune homme se rappela alors les paroles de Khan quant à l'humeur et la joie qui n'étaient pas siennes et sur lesquelles il n'avait aucune prise. Il fouilla nerveusement les ténèbres qui l'entouraient du faisceau de sa lampe de poche. Il venait de ressentir une nouvelle présence. Le marbre blanc renvoyait des reflets ternes, et le voile de ténèbres derrière les arches demeurait inviolé par la faible lumière de la lampe, renforçant l'impression qu'on était arrivé aux confins de la création. Artiom ne put en supporter davantage et rejoignit le groupe au pas de course. « Viens, viens avec nous, mon gars !» lui lança quelqu'un dont il ne vit pas le visage. « Il faut pas avoir peur. T'es un homme, et nous aussi. Quand il se passe des trucs comme ça, tous les hommes doivent faire front. Toi aussi, tu la sens ?» Artiom confirma que lui aussi sentait une présence invisible, et, rendu exceptionnellement bavard par la peur, il se mit à discuter de ses sensations et états d'âme. Ses pensées pourtant étaient autres. Il s'inquiétait de l'absence prolongée de Khan. Il y avait plus de 10 minutes qu'il n'avait pas donné signe de vie. Pourtant il le savait parfaitement, et l'avait lui-même dit et répété à Artiom. Il ne fallait pas s'aventurer seul dans ces tunnels. Le salut était dans le nombre. Comment avait-il pu se séparer d'eux? Comment avait-il eu l'audace de violer la loi tacite? Était-ce un défi? Avait-il oublié le sort qui l'attendait? Était-il trop confiant dans ses sens de loup? Artiom ne croyait pas à l'oubli. Khan lui avait dit avoir passé 3 ans de sa vie à observer et étudier ce tunnel. Et puis, il suffisait d'une fois pour mémoriser à jamais l'unique règle à suivre, ne pas se séparer, pour craindre d'y pénétrer jusqu'à en être tétanisé. Artiom n'eut pas le temps de conduire plus avant ses réflexions sur le sort de son sauveur
car celui-ci se matérialisa silencieusement à ses côtés, et tout le groupe s'anima. Ils ne veulent plus rester ici, ils ont peur. Nous devrions reprendre notre route tout de suite, plaida Artyom. Moi aussi je sens une présence. Ils n'ont pas encore peur, lui assura Khan en regardant par-dessus son épaule. Artyom aurait juré avoir entendu sa voix dure et enrouée trembler. Toi non plus, tu n'as pas encore connu la peur. Alors je te conseille de ne pas gaspiller ta salive. J'ai peur. Et sache que je ne prononce pas ce mot à la légère. J'ai peur car je me suis immergé dans les ténèbres par-delà cette station. Le guide m'a interdit de faire le pas suivant sous peine de courir à ma perte. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Quelque chose se cache céant. Mais il y règne une obscurité telle que mon œil ne peut la percer et je ne puis savoir ce qui nous y attend. Regarde. D'un mouvement vif, il approcha la carte des yeux d'Artyom. Tu vois? Éclaire donc là. Regarde le tronçon qui court d'ici à Kitaï-Gorod. Ne remarques-tu rien? Artyom fixait le tiret minuscule sur le schéma avec une concentration telle qu'il en eut mal aux yeux. Il ne distinguait rien d'inhabituel, mais il n'osa pas l'avouer à Khan. Aveugle! Est-il possible que tu ne vois rien? Il est noir. C'est la mort, souffla Khan en arrachant la carte. Artyom le regarda avec circonspection. Il avait à nouveau l'impression que Khan était fou. L'histoire racontée par Geniya, de l'homme qui avait survécu à sa traversée en solitaire de ce tunnel, mais à qui la peur avait fait perdre la raison, lui revint en mémoire. Était-il possible que Khan ait subi le même traumatisme? Mais nous ne pouvons plus faire demi-tour, chuchotait-il. Nous avons eu la chance d'emprunter le tunnel au moment d'une humeur favorable. Maintenant tourbillonnent les ténèbres et menace la tempête. La seule solution serait de continuer notre route, mais pas par ce tunnel, par celui qui lui est parallèle. Peut-être est-il encore libre. « Hé !» cria-t-il, en s'adressant à tous les autres. « Vous avez raison. Nous devons nous remettre en route. Mais nous ne pouvons pas emprunter ce tunnel. Là-bas, devant nous, c'est la mort. »« Et comment on va faire alors ?» demanda une voix perplexe. « Traverser la station et emprunter le tunnel parallèle. Voilà ce que nous devons faire. Et au plus vite. »« Non, sûrement pas !» se rebiffa soudainement un des hommes du convoi. « Tout le monde sait ça. Il ne faut jamais prendre le tunnel du retour lorsque le sien est libre. C'est un mauvais présage, c'est la mort. On ne prend pas le tunnel de gauche. » Quelques voix s'élevèrent pour exprimer leur soutien à cette intervention. Le groupe piétinait sur place. « De quoi il parle ?» demanda Artyom à Khan. « Visiblement quelque folklore local, » répondit l'autre mécontent. « Diantre. Je n'ai vraiment pas le temps de les convaincre, et je n'aurai plus assez de force de toute manière. »« Écoutez-moi, » reprit-il en s'adressant au groupe. « Je vais emprunter l'autre tunnel. Ceux qui me font confiance peuvent se joindre à moi. Des autres, je prends congé à jamais. Allons-y. » Cette dernière parole était adressée à Artyom, qui le regarda passer son sac à dos et se hisser sur le quai. Pour sa part, le jeune homme demeurait indécis. D'un côté, tout ce que Khan savait de ces tunnels et du métro en général dépassait l'entendement, et Artyom savait pouvoir compter sur son sauveur. Mais d'un autre, la règle incontournable dans ce tunnel maudit était de ne jamais s'y aventurer en petit nombre. N'était-ce pas renoncer à leur chance de succès que de se séparer des autres? « Et alors, qu'est-ce que t'as? C'est lourd? Donne-moi ta main, dit Khan, et joignant le geste à la parole, il s'agenouilla et lui tendit la main. Artyom ne voulait à aucun prix rencontrer son regard. Il craignait d'y voir les étincelles de la folie qui y brillaient de temps à autre et l'effrayait tant. Khan comprenait-il seulement sur quelle voie il s'engageait en lançant son défi non seulement au groupe, mais à l'essence même du tunnel? En savait-il assez? Était-il vraiment familier avec la nature de cet endroit? Le trait qu'il avait désigné sur le guide n'était pas noir. Artyom était prêt à jurer qu'il était de couleur orange, comme le reste de la ligne. Et une question restait en suspens, qui était vraiment aveugle? « Et alors? Pourquoi tu tergiverses? Ne comprends-tu donc pas que chaque seconde de retard est un pas vers la tombe? Ta main! Que le diable t'emporte, donne-moi ta main!
criait Khan alors qu'Artyom s'éloignait du quai à petits pas pour se rapprocher du groupe. « Allez, mon gars, viens avec nous. Reste pas avec ce tocard, tu t'en porteras mieux, lança quelqu'un. Imbécile, tu vas disparaître avec eux. Si tu n'as que faire de ta vie, pense au moins à ta mission. Artyom trouva enfin le courage de lever la tête et de plonger son regard dans les pupilles dilatées de Khan. Il n'y trouva nulle trace de folie, seulement le désespoir et une fatigue mortelle. Doutant de lui-même, il s'arrêta, mais une main se posa sur son épaule et l'entraîna doucement vers le groupe. « Allez, viens, qu'il crève tout seul. Dire qu'il voulait t'emporter dans sa tombe, entendit Artyom. Le sens des paroles lui échappait. Il avait du mal à réfléchir, et résistant l'espace de quelques instants, il se laissa finalement entraîner à la suite des autres. Le groupe s'ébranla et se dirigea vers la bouche noire du tunnel sud. Ils avançaient très lentement, comme si à chaque pas il fallait vaincre la résistance d'une matière invisible et dense, comme s'ils marchaient dans l'eau. Alors Khan, avec une soudaine légèreté, s'arracha du quai et d'un mouvement souple atterrit sur les voies. En quelques bonds rapides, il couvrit la distance que le groupe avait eu tant de mal à parcourir. D'un coup sec, il fit tomber l'homme qui tenait Artyom, ceintura ce dernier et s'élança vers le nord. Toute la scène se déroula pour le jeune homme avec une lenteur étonnante. Il avait observé, étonné, le saut de Khan, qui lui avait semblé durer plusieurs secondes par-dessus son épaule. Avec la même incrédulité ahurie, il avait regardé le moustachu qui le tenait par l'épaule s'effondrer lentement. Au moment où Khan le ceinturait, le temps s'accéléra soudain, et la réaction des autres lui parut aussi rapide qu'un éclair. Il marchait déjà vers Khan d'un pas nerveux, l'arme à la main, alors que celui-ci reculait en crabe, serrant d'une main un Artyom toujours prostré et se servant de lui comme d'un bouclier. Dans l'autre main, il tenait la nouvelle arme du jeune homme. « Partez !» dit-il d'une voix éraillée. « Je ne vois pas de raison de vous tuer, puisque vous mourrez tous dans l'heure. Laissez-nous. Partez !» Il reculait vers le nord, répétant les mêmes paroles, jusqu'à ce que les silhouettes du groupe indécis deviennent floues et se fondent dans le noir. Des bruits indistincts parvinrent jusqu'à eux. Peut-être aidait-on le moustachu que Khan avait mis KO à se relever. Puis le groupe se dirigea à nouveau vers le tunnel sud, décidant de ne pas poursuivre l'altercation. Ce n'est qu'à cet instant que Khan baissa l'arme et ordonna sèchement à Artyom de monter sur le quai. « Encore un peu et je vais me lasser de te sauver, mon jeune ami », le tensa-t-il avec une irritation non dissimulée. Artyom monta docilement sur le quai, Khan à sa suite. Leur affaire ramassée, ce dernier se dirigea vers les arches, entraînant le jeune homme derrière lui. La salle de la tour Gueneskaya était très courte. À gauche, un cul-de-sac, un mur de marbre. De l'autre côté, elle était fermée par un rideau métallique ondulé, autant qu'on pouvait en juger à la lueur des lampes de poche. Un marbre à peine jauni couvrait tous les murs, et seules les trois arches qui menaient à la correspondance vers la station anciennement nommée Tchitsi et Proudi, rebaptisée Kirovskaya, à la sueur des rouges, étaient murées avec de grossiers blocs de béton. La station était complètement vide. Pas un objet ne traînait par terre, aucune trace d'occupation humaine. On ne voyait ni rats, ni cafards. Alors qu'il regardait autour de lui, Artyom se souvint des paroles de Bourbon. Lorsqu'il n'y avait pas de rats, on avait du souci à se faire. Khan le prit par l'épaule et d'un pas vif traversa la salle. Artyom sentit même à travers son blouson que la main de son compagnon tremblotait, comme si elle était en état de choc. Alors qu'ils venaient de poser leurs affaires sur le rebord du quai et s'apprêtaient à descendre sur la voie, ils virent un faible rayon de lumière derrière eux, et le jeune homme fut à nouveau étonné par la vitesse de réaction de Khan face au danger. En un battement de cils, il avait plongé et tenait dans sa ligne de mire la source de la lumière. La lampe n'était pas très puissante, mais à cause de l'éblouissement, il était difficile de déterminer qui s'était lancé à leur poursuite. Artyom se laissa tomber avec quelques secondes de retard. Il rampa vers les sacs et entreprit de dégager sa vieille arme. Elle était peut-être encombrante et peu pratique, mais elle crachait du calibre 7,62,
et pas grand monde pouvait se targuer de continuer à fonctionner normalement avec de tels trous dans la carcasse. « C'est quoi le problème ?» tonna la voix de Khan. Artyom en était venu à la conclusion que si on avait voulu les tuer, ils seraient déjà morts. Il avait une assez bonne idée du spectacle qu'il offrait à un observateur, à se tortiller par terre l'air impuissant, en plein faisceau lumineux de la lampe de poche, s'agitant vainement comme un escargot prêt à être écrasé sous une botte. Oui, si on voulait vraiment les tuer, ils baigneraient déjà dans son sang, sans avoir eu le temps de prendre en main son AK. « Ne tirez pas, fit une voix. Ce n'est pas la peine. Éteins ta lampe, ordonna Khan, et il profita de l'occasion pour rouler derrière une colonne et se munir de sa propre lampe. Artyom réussit enfin à démêler le fil de fer qui maintenait son arme. La tenant fermement, il regarda sur lui-même pour sortir du champ de tir et se dissimula sous une arche. Il était prêt désormais à prendre l'ennemi à revers et à le couper en deux d'une rafale si jamais il décidait d'entamer les hostilités. Mais selon toute vraisemblance, l'inconnu avait obtempéré aux ordres de Khan, car celui-ci en lança un deuxième d'une voix moins tendue. « Très bien. Maintenant, jette ton arme. Vite !» Le métal résonna sur le granit, et Artyom se glissa dans la salle, son arme devant lui. Ses calculs étaient justes. À moins de 15 pas, éclairé depuis l'arche par un faisceau lumineux, Khan avait repris l'initiative. Se tenait, les mains levées, le même homme trapu et barbu avec qui ils avaient eu une altercation à la Soukharevskaya. « Tirez pas !» fit-il d'une voix tremblante. « Je n'avais pas l'intention de vous attaquer. Permettez-moi de venir avec vous. Vous avez dit vous-même que ceux qui le souhaiteraient pouvaient se joindre à vous. »« Je te crois, dit-il à Khan. Je le sens aussi qu'il y a quelque chose là-bas, dans le tunnel de droite. Ils sont déjà partis, tous partis. Moi je suis resté. Je veux tenter le coup avec vous. »« Tu as des sens affûtés, approuva Khan en étudiant l'homme avec curiosité. Mais va savoir pourquoi, je n'arrive pas à te faire vraiment confiance, ajouta-t-il l'air moqueur. Nous allons étudier ta demande, si tu me remets immédiatement tout ton arsenal. Une fois dans le tunnel, tu marches devant. Et si l'envie te prend de faire une blague douteuse, il n'en sortira rien de bon pour toi. Le barbu poussa son pistolet du pied en direction de Khan, et déposa lentement à ses pieds quelques chargeurs de rechange. Artyom s'approcha de lui en le gardant en joue. « Je l'ai !» cria-t-il. « Avance sans baisser les bras, ordonna Khan. Vite, saute sur les voies, et tu restes sans bouger en nous tournant le dos. » Environ 2 minutes après leur entrée dans le tunnel, alors qu'ils progressaient à bonne allure en formant un triangle, le barbu nommé tous devant à 5 pas, Khan et Artyom derrière, retentit un hurlement assourdi par une bonne épaisseur de terre qui s'interrompit aussi brusquement qu'il avait jailli. Tous se tourna vers eux, effrayés, sans même baisser le faisceau lumineux. La lampe tremblait dans ses mains, et sa figure, éclairée par en dessous, figée dans un masque de terreur, fit une impression plus forte à Artyom que le cri qu'il venait d'entendre. « Oui, » opina Khan en réponse à la question silencieuse. « Les autres ont eu tort. Mais il est encore impossible de dire si nous avons eu raison. » Ils pressèrent le pas. Artyom observait régulièrement son bienfaiteur à la dérobée et remarquait chez lui des signes sans cesse accrus de fatigue. Le tremblement léger des mains, à un pas irrégulier, la sueur qui perlait à grosses gouttes sur son visage. Pourtant il ne marchait que depuis peu. Cette route était de toute évidence bien plus éprouvante pour Khan que pour lui-même. Pourquoi ses forces diminuaient-elles si vite? À quoi les épuisait-il? Ses pensées en appelèrent une autre, et Artyom dut admettre que son compagnon lui avait, une fois encore, sauvé la vie. Sa perception de la situation s'était révélée exacte. S'il était resté avec les autres, il serait mort à présent, d'une mort mystérieuse et irrémédiable, disparu à tout jamais, sans laisser la moindre trace. Pourtant ils étaient nombreux à emprunter le tunnel de droite, 6 ou 7 hommes. La règle d'or n'avait pas opéré. Et Khan le savait, oui, il le savait. L'avait-il deviné? Était-ce réellement le guide magique qui le lui avait indiqué? Cela paraissait pourtant risible, un bout de papier imprimé. Était-il possible que ce truc pût les aider?
Pourtant, le petit bout de tunnel qui joignait la Tourguenevskaya à Kitaïgorod était bien orange. Aucun doute là-dessus. Ou bien était-il noir? Après tout. « Qu'est-ce que c'est » lâcha Touze, s'arrêtant soudain et jetant sur Khan un regard inquiet. « Tu le sens? Derrière ?» Artyom le regarda d'un air perplexe et s'apprêta à lancer un commentaire sarcastique sur les nerfs qui lâchaient, car lui-même ne percevait rien du tout. Même la sensation d'oppression qui s'était abattue sur lui à la Tourguenevskaya avait desserré son étau. Mais Khan, à sa grande surprise, s'immobilisa, leur ordonna d'un geste le silence et se tourna vers le nord, la direction d'où il venait. « Voilà un sens affûté, » commenta-t-il au bout d'un moment. « Nous sommes éblouis. »« La reine est éblouie, » ajouta-t-il sans raison apparente. « Il faut absolument que nous prenions le temps de discuter davantage si nous parvenons à sortir d'ici. » Puis il se tourna vers Artyom. « Entends-tu quelque chose ?»« Non, tout a l'air calme, » répondit le jeune homme après avoir tendu l'oreille. Il sentait monter en lui la jalousie, un grief, la déception d'entendre un tel compliment de la bouche de Khan à l'intention de ce diable barbu qui, quelques heures plus tôt, avait failli les tuer tous les deux. Sans doute. Étrange. Étrange. Il me semblait que tu avais la capacité d'entendre les tunnels. Elle ne s'est peut-être pas entièrement révélée. Mais plus tard tout cela, dit Khan en secouant la tête. Tu as raison, ajouta-t-il, s'adressant à Touze. Ça vient vers nous. Il faut repartir et au plus vite. Il écouta davantage, puis, inquiet, huma l'air à la manière d'un loup. Ça roule dans le tunnel comme une vague. Courez! Si elle nous recouvre, la partie est finie. Sur ces derniers mots, il bondit. Artyom s'élança à sa suite pour ne pas être à la traîne. Le barbu courait à leur côté maintenant, accélérant autant que le lui permettaient ses courtes jambes et soufflant lourdement. Durant les 10 minutes qui suivirent, ils progressèrent au pas de course, la respiration saccadée, trébuchant sur les traverses. Artyom ne comprenait pas la raison de cette hâte soudaine, puisque derrière eux le tunnel était désert et silencieux, qu'il n'y avait aucun signe de poursuite. Ce ne fut qu'après ce laps de temps qu'il sentit dans son dos le « ça » dont parlaient Khan et Touze. Cette chose les talonnait, gagnait peu à peu du terrain. C'était d'une noirceur absolue, pas une vague, plutôt une tornade de ténèbres, semant le néant. Et si cette chose rattrapait leur trio, alors ils connaîtraient le même sort que ceux qui avaient emprunté le tunnel de droite, que tous les imbéciles et les têtes brûlées qui pénétraient dans le tunnel seuls ou à un moment inopportun, quand s'y déchaînaient des ouragans infernaux balayant toute vie sur leur passage. Toutes ces déductions et la compréhension de ce qui se jouait dans ce tunnel traversèrent l'esprit d'Artyom tels des traits de feu, et il tourna vers Khan un regard alarmé. L'autre le remarqua et n'eut besoin d'aucune parole pour en saisir le sens. « Ça y est, tu le sens aussi » soupira-t-il. « C'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est tout près. »« Plus vite » lâcha Artyom d'une voix rauque. « Tant qu'il est encore temps !» Khan accéléra le rythme de sa course. Pour économiser son souffle, il se taisait désormais. Des signes de fatigue qu'Artyom avait aperçus un peu plus tôt, il ne restait aucune trace, et quelque chose d'animal transparaissait à nouveau dans ses traits. Pour rester à sa hauteur, le jeune homme aussi se mit à courir, et au moment où il avait l'impression de distancer enfin leur poursuivant implacable, Touze se prit les pieds dans une traverse, fit un vol plané, et s'écrasa sur les voies, les mains et le visage en sang. Dans leur élan, ils avaient couvert une quinzaine de pas lorsqu'Artyom prit conscience de la chute du barbu. Il se rendit compte qu'il ne voulait pas s'arrêter et retourner sur ses pas. Il préférait abandonner ce pique-assiette course sur pattes à tous les diables, lui et sa formidable intuition, et poursuivre sa course tant qu'il le pouvait encore. Il se sentit mal à cette pensée, mais il fut saisi d'une telle aversion pour Touze, étendu sur les voies et gémissant, que sa conscience se tut. Aussi éprouva-t-il une légère déception quand Khan se rua en arrière et, d'une traction puissante, remit l'autre sur pied. Artyom espérait secrètement qu'avec son rapport plus que méprisant à la vie d'autrui, aussi bien qu'à sa mort,
il aurait sans hésiter abandonné le barbu à son sort et poursuivi son chemin. Khan ordonna à Artyom d'un ton qui ne souffrait aucune contestation de soutenir tous qui claudiquaient par un bras, se saisit de l'autre et les entraîna tous les deux à sa suite. Leur course se trouva sérieusement ralentie. Le barbu gémissait et grinçait des dents à chaque pas, mais Artyom n'éprouvait à son égard qu'un agacement croissant. Sa kalachnikov, longue et lourde, lui heurtait la jambe, mais il n'avait pas assez de bras pour la maintenir en place. Ajouté à cela, il y avait cette impression persistante d'être en retard à un rendez-vous, et tous ces sentiments mêlés induisaient non plus la peur du néant qui était à leur trousse, mais la méchanceté et l'obstination. Quant à la mort, elle n'était pas loin. Il suffisait d'attendre quelques dizaines de secondes pour être emporté dans l'ouragan des ténèbres et réduit en poussière. En quelques secondes, tu disparais de la création, et aussitôt mourra ton râle d'agonie. Toutes ces pensées, loin de paralyser Artyom, se mêlaient à sa haine et son exaspération, et se transformaient en énergie où il puisait pour faire encore un pas, puis un de plus, et ainsi à l'infini. D'un seul coup, ça disparut, complètement. La sensation de danger s'évanouit si soudainement que la place qu'elle occupait dans l'esprit d'Artyom resta vacante, comme si on venait de lui arracher une dent et qu'il s'arrêtait brusquement pour tâter du bout de la langue le léger renfoncement de sa gencive. Derrière eux, il n'y avait plus que le tunnel, propre, sec, dépourvu de tout danger. Cette course devant des peurs intimes et des délires paranoïaques, cette croyance en des dons spéciaux d'intuition, tout cela lui semblait désormais si ridicule, inepte et ballot, qu'Artyom ne put s'empêcher de glousser. Touze, qui se tenait immobile à ses côtés, le regarda d'un air étonné, puis laissa un large sourire s'épanouir sur ses lèvres et se mit à rire. Khan leur jeta un regard courroucé puis lança « Ça va? Vous vous amusez bien? Le coin est sympa, hein ?» Tout est propre et calme. Et sur ces paroles, il leur tourna le dos et s'éloigna. Ce fut à ce moment qu'Artyom se rendit compte qu'il n'était plus qu'à une cinquantaine de pas de la station, qu'au bout du tunnel, on voyait distinctement de la lumière. Khan les attendait devant l'entrée, sur le petit escalier métallique. Il avait eu le temps de fumer une cigarette roulée pendant qu'il le rejoignait, complètement détendu et hilar. Le temps du trajet, Artyom avait senti grandir en lui de la sympathie pour le pauvre Touze qui claudiquait à ses côtés et ponctuait son rire de complainte. Le jeune homme avait honte des pensées qui lui avaient traversé l'esprit, là-bas, lorsque leur compagnon était tombé. Leur humeur était si joyeuse et cordiale qu'Artyom trouva désagréable la manière dont Khan, les traits marqués d'une profonde fatigue, les observait du haut des marches. « Merci » dit Touze à Khan en lui tendant la main alors qu'il montait péniblement les marches qui les séparaient. « Sans toi, vous, c'était fini. Mais vous ne m'avez pas laissé tomber. Merci, j'oublierai pas. »« Il faut pas, » répondit Khan sans enthousiasme. « Pourquoi vous êtes revenu me chercher ?» demanda le barbu. « Je voulais pouvoir m'entretenir avec toi, » dit Khan, en jetant son mégot par terre et en haussant les épaules. « C'est tout. » En gravissant quelques marches, Artyom comprit pourquoi Khan était monté sur le quai par l'escalier et n'avait pas continué sur la voie. À l'entrée de la station Kitaï-Gorod, un mur de sacs de sable à hauteur d'homme la barrait sur toute la largeur. Derrière, sur des tabourets en bois, étaient assis des hommes à l'allure peu engageante, les cheveux coupés ras comme les boxeurs, les épaules larges sous le cuir fatigué d'amples blousons. Ils portaient tous également des pantalons de survêtement élimés, ce qui donnait l'impression qu'ils étaient en uniforme. Ce spectacle avait l'air assez comique, mais il s'en dégageait quelque chose qui n'incitait pas au rire. Les trois hommes assis derrière le monceau de sacs se servaient du quatrième tabouret comme d'une table, et y jouaient bruyamment aux cartes. Insultes et grossièretés fusaient entre les joueurs, et Artyom, qui prêtait l'oreille à leur échange, n'y dénombra aucun mot du langage courant. On n'accédait à la station que par un passage étroit, fermé par un portillon, qui prolongeait l'escalier. Là, barrant l'entrée, se tenait le quatrième garde, à la carrure encore plus impressionnante. Artyom le regarda de la tête aux pieds, le crâne rasé, les yeux gris d'eau, le nez légèrement désaxé, les oreilles cassées,
son pantalon de survêtement tiré vers le bas par la crosse noire d'un pistolet. Un énorme Tokarev TT, passé directement à la ceinture. Il dégageait une haleine insupportable qui empestait l'alcool, à vous couper les jambes et à ruiner toute pensée cohérente. « Tain, c'est quoi » siffla-t-il en détaillant des pieds à la tête Khan et Artyom, qui se tenaient juste derrière. « Tain, des touristes !»« Ou marchands ?»« Non, nous ne sommes pas des marchands. Nous ne sommes que des voyageurs, et nous ne transportons rien, » déclara Khan. « Voyageurs, emmerdeurs !» laissa tomber le garde bovin avant de s'esclaffer. « Hé, Kolian, écoute ça ! Voyageurs, emmerdeurs !» Ces dernières paroles avaient été lancées en direction du groupe de joueurs, d'où s'élevèrent des cris d'approbation. Khan sourit patiemment. Le bovidé posa d'un geste lent sa main sur le mur, bloquant le passage. « Ici, nous, c'est la douane, pigé ?» expliqua-t-il d'un air aimable. « Faut cracher au bassinet. Tu veux passer, tu raques. Tu veux pas, tu te barres. »« De quel droit ?» piailla Artyom indigné. Il aurait mieux fait de se taire. Le garde n'avait sans doute pas compris le sens des paroles d'Artyom, mais l'intonation lui déplut. Il écarta Khan de son chemin, fit un pas en avant, et se retrouva nez à nez avec le jeune homme. Il baissa la tête et posa sur lui un regard embrumé. Ses yeux étaient vides de toute expression et semblaient transparents. Il n'y brillait aucune étincelle d'intelligence. Il n'irradiait que de la stupidité et la méchanceté, et Artyom, qui soutenait avec peine ce regard, commençait à sentir croître en lui la peur et la haine envers l'être qui se terrait derrière ses yeux vitreux et qui voyait le monde à travers eux. « Tain, mais t'as un problème ?» demanda le garde d'un air menaçant. Il dépassait Artyom d'une tête et demie, et il était 3 fois plus large. Le jeune homme se souvint d'une légende qu'il avait entendue à propos de David et de Goliath, et même s'il avait toujours eu du mal à retenir qui était qui, l'histoire se terminait bien pour les petits et les faibles, et elle inspirait un certain optimisme. « Oui, toi !» lança-t-il, étonné lui-même de sa témérité. Cette réponse sembla contrarier son interlocuteur, qui écarta ses petits doigts boudinés et posa la main sur le front d'Artyom. Sa paume était jaune, calleuse, et puait un mélange de tabac et de graisse de moteur. Mais le jeune homme n'eut pas le temps d'explorer toute la gamme des arômes, car le bovidé le poussa en arrière. Il n'y avait pas mis toute sa force, mais Artyom exécuta un vol plané d'1,5 mètre avant de percuter Touze, qui se tenait à quelques pas derrière. Ils tombèrent tous les deux sur le petit ponton métallique alors que le garde retournait paresseusement reprendre son poste. Mais une surprise l'y attendait. Khan, son sac de voyage devant lui, se tenait là, jambes écartées, serrant fermement à 2 mains l'AK d'Artyom. Il fit jouer ostensiblement le cran de sûreté et parla doucement, d'une voix qui ne promettait rien de bon, à tel point qu'Artyom, à qui ces paroles n'étaient pas destinées, sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Pourquoi tant d'impolitesse ? Et bien que ces paroles n'eussent aucune connotation martiale, à l'oreille du jeune homme qui se tortillait par terre, rouge de honte, pour se remettre debout au plus vite, elles sonnèrent comme un grognement sourd de mise en garde qui précède un assaut fulgurant. Il se releva enfin, arracha de son épaule sa vieille calache, la braqua sur le garde, ôta le cran de sûreté et arma le tir. Il était désormais prêt à presser la détente à tout moment. Son cœur battait la chamade et la haine avait pris l'ascendant sur la peur dans la balance de ses émotions. « Je peux le descendre ?» demanda-t-il à Khan. Il fut étonné par sa promptitude à vouloir tuer un homme sans l'ombre d'une hésitation, pour la seule raison que celui-ci l'avait poussé. La tête rasée ruisselant de sueur occupait tout le viseur, et la tentation était grande d'appuyer sur la détente. Ensuite, advienne que pourra. Le plus important était de buter ce salopard, de lui faire prendre un bain dans son propre sang. « Alerte !» hurla l'autre en reprenant ses esprits. Khan le délesta de son pistolet à la vitesse de l'éclair et fit un pas sur le côté en pointant son arme dans la direction des 3 autres douaniers qui avaient bondi de leur siège. « Ne tire pas !» avait-il juste eu le temps de crier à Artyom avant que le tableau qui s'était soudain animé ne se fige à nouveau. Le garde immobile, les bras levés, sur la passerelle métallique, et Khan, l'arme à la main,
tenant en respect ses comparses en contrebas, qui n'avaient pas eu le temps de se saisir de leurs armes en pyramide à un pas. « Pas d'effusion de sang, dit Khan d'une voix calme, et ses paroles résonnèrent comme un ordre. Il y a des règles ici, Artyom. Il parlait sans quitter des yeux les 3 joueurs de cartes qui s'étaient figés dans des poses improbables. Même si ce n'était pas le cas de tout le monde, ces gens-là connaissaient très bien les capacités destructrices d'une Kalachnikov à cette distance, et pour cette raison voulaient éviter tout malentendu sur leur intention, chez celui qui les tenait en joue. Leurs règles nous contraignent à payer un droit de passage. Quelle contribution demandez-vous ? Lança Khan. 3 cartouches par tête, répondit celui qui les avait accueillis. On marchande un peu, le taquina Artyom en approchant le canon de son AK des reins du bovidé. 2, concéda l'autre en montrant une certaine souplesse d'esprit. Il fusillait Artyom du regard, mais ne se résolvait pas à tenter quelque chose. Paie-le, ordonna Khan à Touze, et nous serons quittes. Touze plongea volontiers la main au fond de son sac, et, s'approchant du garde, il déposa dans sa main tendue 6 cartouches brillantes à tête pointue. L'homme referma tout de suite le poing, et leva à nouveau les mains en l'air en jetant un regard interrogateur à Khan. « La taxe est perçue » demanda ce dernier en levant un sourcil interrogateur. Le bovidé acquiesça sans quitter son arme des yeux. « L'incident est clos » L'autre ne répondit pas. Khan sortit d'un chargeur de rechange 5 autres cartouches et les glissa dans la poche du garde. Elles tombèrent avec un léger tintement. À ce bruit, les traits soucieux qui barraient le visage du bovidé se détendirent, et l'expression habituelle, mi-paresseuse, mi-suspicieuse, s'y épanouit à nouveau. Une compensation pour le préjudice moral, expliqua Khan. Mais ces paroles ne provoquèrent aucune réaction. Le bovidé n'en avait sans doute pas saisi le sens, tout comme il n'avait pas compris la dernière question qui lui avait été posée. Il devait se douter du sens général des paroles savantes de Khan par la propension de ce dernier à utiliser la force et l'argent. Cette langue-là, le bovidé la comprenait parfaitement, car elle était sans doute la seule qu'il parlait. « Tu peux baisser les bras, » dit Khan, et il releva le canon de son arme, libérant les joueurs de sa ligne de mire. Artyom l'imita, mais ses mains tremblaient nerveusement, et il se tenait prêt à remettre en joue le crâne rasé de son agresseur. Il n'accordait aucune confiance à ces gens-là. Cependant, son inquiétude fut vaine. Les mains baissées, le garde éructa à ses comparses que tout était en ordre, s'adossa paresseusement au mur et arbora une expression d'indifférence affectée alors qu'il regardait les voyageurs entrer l'un après l'autre dans la station. Arrivé à sa hauteur, Artyom trouva assez d'insolence en lui-même pour le fixer dans les yeux. Mais le douanier ne releva pas le défi, les yeux perdus ailleurs. « Chien !» Ces mots résonnèrent dans son dos, suivis d'un crachat bruyant. Artyom voulut se retourner, mais Khan le saisit fermement par la manche et accéléra le pas. Le jeune homme se trouva intérieurement écartelé. D'un côté, il essaya d'étouffer l'envie d'échapper à l'étreinte et de retourner vers le garde qui lui semblait pitoyable désormais. Mais d'un autre, il recevait là une justification parfaite pour obéir à l'autre moitié de son esprit qui lui dictait de prendre ses distances au plus vite. Quand ils posèrent le pied sur le sol en granit de la station, ils entendirent à nouveau la voix du garde. « Hé, rends le flingue !» Khan s'arrêta, sortit les cartouches longues à balles arrondies du chargeur du TT, le remit en place et le lança à son propriétaire. Celui-ci le rattrapa adroitement et le rangea dans son pantalon, en jetant des regards noirs à Khan qui répandait les cartouches sur le sol. « Désolé, dit ce dernier en écartant les mains. C'est de la prophylaxie. » Il se tourna vers Touze et lui fit un clin d'œil. « C'est bien comme ça que ça s'appelle, non ?» Kitaï-Gorod différait de toutes les stations qu'Artyom avait eu l'occasion de voir. Contrairement à VDNK-H, où les traits étroits de part et d'autre de la salle principale en étaient séparés par des arches taillées dans des murs épais, ici le plafond était soutenu par des piliers, et l'ensemble de l'espace restait ouvert, conférant à la station des dimensions inhabituelles et inquiétantes. Des ampoules en forme de poire pendaient çà et là, dispensant une clarté faiblarde, et il n'y avait aucun feu. Sans doute était-il interdit. Au milieu de la salle, inondant généreusement les alentours de sa lumière blanche,
brillait une lampe à mercure, une véritable merveille pour Artyom. Mais l'agitation frénétique qui régnait tout autour de lui accaparait tellement son attention que ses yeux ne restèrent qu'une seconde sur ce prodige. « Quelle station immense !» souffla-t-il étonné. « En réalité, tu ne vois ici que la moitié, » l'informa Khan. « Kitaïgorod est exactement 2 fois plus grande. C'est l'un des domaines les plus étranges du métro. J'imagine que tu sais, ou que tu as entendu parler de ce que s'y rejoignent les voies de différentes lignes. Les rails que tu vois là-bas, à notre droite, c'est déjà la ligne Tagansko-Kranopresnanskaya. Il est difficile de décrire la folie et le chaos qui règnent sur cette ligne. Ici, à Kitaïgorod, elle rencontre ta chère ligne orange, la Kalushsko-Rishkaya, qui a cette particularité que tous les autres habitants du métro refusent de prêter foi à tout ce qui s'y passe. En outre, cette station n'appartient à aucune fédération et ses habitants sont livrés à eux-mêmes. Un univers très très curieux. Je l'appelle Babylone, par amour, précisa-t-il, en observant avec curiosité les gens qui les entouraient. La vie bouillonnait. De loin cela pouvait rappeler Prospect Mira, mais là-bas tout était plus modeste, plus polissé. Artyom se souvint des paroles de Bourbon à propos de stations bien plus vivantes que le bazar indigent où il déambulait alors. Tout le long des voies s'entassaient des étals et le quai était recouvert de tentes. Certaines avaient été converties en magasins, d'autres servaient d'habitat. Certaines, enfin, portaient l'inscription « à louer ». C'était là que logeaient les voyageurs. Alors qu'il peinait à se frayer un chemin à travers la marée humaine, Artyom remarqua sur les voies de droite une énorme motrice gris-bleu. Cependant, la rame était incomplète et ne comportait que 3 wagons. Un brouhaha indescriptible régnait dans la station. On avait l'impression que tout le monde parlait sans discontinuer, qu'à tout instant chacun bavardait, criait, chantait, se querellait avec véhémence, riait ou pleurait. La musique provenait de plusieurs sources à la fois et portait en elle un air de fête inhabituel dans la vie souterraine. Bien sûr, à VDNKH, il y avait aussi des gens qui aimaient chanter, mais c'était différent. Il devait y avoir 1 ou 2 guitares pour toute la station, et parfois les gens se rassemblaient dans la tente de quelqu'un, après le travail, pour pousser la chansonnette et décompresser. Ou bien au poste des 300 mètres, où il n'y avait alors plus besoin d'écouter, à en avoir les oreilles qui bourdonnent, les moindres bruits émanant du tunnel nord. On chantait doucement devant le feu au son des cordes, mais ce dont parlaient ces chansons-là, Artyom avait du mal à le comprendre. Les guerres où il ne prenait pas part et qui obéissaient à des règles inconnues, la vie à la surface autrefois. Il se rappelait notamment les chansons à propos d'un certain Afghanistan que chantait Andreï, l'ancien des régiments d'infanterie de marine, même si presque tout lui échappait, excepté la tristesse causée par la perte des camarades et la haine vouée à l'ennemi. Mais Andreï était un tel chanteur que chacun dans son auditoire sentait sa gorge se serrer et la chair de poule le gagnait. Andreï expliquait aux plus jeunes que l'Afghanistan était un pays. Il leur parlait de montagnes, de cols et de vallées, de ruisseaux impétueux, de villages. Ce qu'était un pays, Artyom le comprenait bien. Les heures que Sukhoi avait consacrées à son instruction n'avaient pas été vaines, mais s'il avait des connaissances parcellaires sur les régimes politiques et sur leur histoire, les montagnes, les rivières et les vallées étaient restées des notions purement abstraites, évoquant dans son esprit les images colorées d'un manuel scolaire de géographie rapporté par son père adoptif d'un de ses voyages. Andreï non plus n'était jamais allé en Afghanistan. Il était bien trop jeune à l'époque. Il avait tout simplement appris ses chants auprès d'un ami militaire plus âgé que lui. Jamais, cependant, on ne jouait de la musique à VDNKH comme dans cette étrange station. Non, tout là-bas était empreint de mélancolie, et Artyom, se remémorant les ballades tristes d'Andreï et les comparant aux mélodies enjouées et entraînantes qui lui parvenaient d'un peu partout dans la salle, s'étonna devant cette diversité de couleurs que pouvait offrir la musique et de l'influence qu'elle exerçait sur l'humeur de l'auditoire. Quand ils passèrent devant le groupe de musiciens le plus proche, il s'arrêta pour se joindre au petit attroupement d'auditeurs déjà constitué. Il ne prêtait pas tant l'oreille aux paroles amusantes relatant les errances à travers le métro d'un kidam qui avait abusé de la bebête qu'à la musique elle-même.
et il détaillait les musiciens avec curiosité. Ils étaient deux. Le premier, aux cheveux longs et sales, retenu sur le front par une sangle de cuir, vêtu d'un probable guenille multicolore, torturait une guitare. Le second, plus âgé, portait une veste passée et élimée, arborait une belle calvitie et d'antiques lunettes réparées en plusieurs endroits à grand renfort de bandes adhésives. Et il jouait d'un instrument à vent que Khan appela saxophone. Artyom n'en avait jamais vu de semblable. Le seul instrument à vent qu'il connaissait était le pipeau. Des bricoleurs de VDNKH en fabriquaient dans des tubes de gaine isolantes, mais uniquement pour l'exportation. À VDNKH, on n'aimait pas le pipeau. Un autre aussi, qui ressemblait un peu au saxophone, le cor, dont on sonnait parfois pour donner l'alarme, lorsque la sirène refusait de fonctionner. Par terre, devant les musiciens, était posé l'étui ouvert de la guitare, au fond duquel s'était déjà accumulé une dizaine de cartouches. Quand le chanteur aux cheveux longs braillait une péripétie particulièrement amusante, l'accompagnant de grimaces grotesques, l'auditoire riait et applaudissait, et une nouvelle munition atterrissait dans l'étui. Une fois la chanson sur les pérégrinations du malheureux terminée, le chevelu s'adossa au mur pour se reposer, alors que le saxophoniste entamait un air inconnu d'Artyom, mais très populaire, semblait-il, auprès de la population locale, car l'auditoire applaudit, et plusieurs cartouches traversèrent l'espace pour rejoindre la cagnotte des musiciens. Khan et Touze se tenaient près d'un étal, absorbés dans leur conversation, et laissaient Artyom profiter du spectacle. Il aurait pu écouter les musiciens des heures durant si le concert n'avait pas pris fin de manière abrupte et inattendue. Deux silhouettes massives à la démarche disloquée, rappelant dans l'attitude et le vêtement les molosses avec lesquels les trois voyageurs avaient eu maille à partir lors de leur entrée dans la station, s'approchèrent des musiciens. L'un d'eux s'accroupit et se mit à transvaser les cartouches au fond de l'étui dans la poche de sa veste en cuir. Le guitariste se rua pour l'en empêcher, mais l'autre le renversa d'un coup sec dans l'épaule, lui arracha la guitare et la leva pour la fracasser contre l'angle d'un pilier. Le second malfrat, sans grand effort, maintenait contre le mur le saxophoniste qui se débattait pour venir prêter main forte à son camarade. Personne de l'auditoire ne prit la défense des instrumentistes. L'assemblée se clairsema, et ceux qui restaient à proximité regardaient ailleurs, faisant mine de s'intéresser aux produits proposés sur les étals à proximité. Artyom sentit le sang lui monter aux joues de honte, pour lui-même et pour les autres, mais il n'osa pas intervenir. « Mais vous êtes déjà venu aujourd'hui » lança sur un ton plaintif le guitariste, tout en se massant l'épaule. « Ta, si la journée est bonne pour vous, elle est bonne pour nous. Pigé ? Et commence pas à me gonfler, vu ? Tu veux faire un tour dans le wagon, espèce de coq hirsute ?» hurla le racketteur en abaissant la guitare, qu'il n'agitait que pour faire peur. En entendant le mot « wagon », le guitariste battit en retraite en secouant vigoureusement la tête en silence. « Sale coq !» lança le second molosse, en crachant avec mépris sur les pieds du musicien. Celui-ci supporta l'humiliation sans broncher. Rassurés que toute velléité de contestation fut écrasée, les deux bovidés s'éloignèrent paresseusement en quête d'une nouvelle victime. Artyom regarda autour de lui pour se rendre compte que Touze se tenait juste derrière et observait attentivement la scène. « C'est qui ces gens ?» demanda Artyom perplexe. « D'après toi, ils font penser à quoi ?» demanda Touze. « Des bandits ordinaires. Il n'y a pas de gouvernement à Kitaï-Gorod. Tout est contrôlé par deux groupuscules. Cette moitié de la station appartient aux frères slaves. Toute la racaille de la ligne Kalouchko-Rizkaya s'est rassemblée ici. En général, on les appelle les Kalougiens. Certains les nomment les Rigeois. Mais comme tu peux t'en douter, ils n'ont aucun lien avec la ville de Kalouga, ni avec celle de Riga. Alors que là-bas, tu vois, au niveau de la passerelle, il désignait à Artyom un escalier qui montait sur la droite vers le milieu du quai. Il y a une autre salle, réplique exacte de celle-là. Il y règne le même bordel, mais les maîtres des lieux sont les Caucasiens musulmans, essentiellement des Azéris et des Tchétchènes. Avant, c'était une guerre permanente. Chaque camp voulait se tailler la part du lion. Au final, ils ont coupé la station en deux. Artyom ne chercha pas à savoir ce qu'étaient les Caucasiens, décidant que ce nom,
tout comme les incompréhensibles et folkloriques tchétchènes et azéris, désignaient des habitants de stations qui lui étaient inconnus, dont étaient originaires les bandits qui avaient investi Kitaïgorod. En ce moment, les deux bandes sont assez paisibles, poursuivait Touze. Elles se contentent de racketter ceux qui sont venus gagner un peu d'argent et prélèvent une taxe sur tous les voyageurs de passage. Dans les deux salles, les tarifs sont les mêmes. 3 cartouches par personne, d'où que tu viennes. Il n'y a aucune loi ici. Ils n'en ont pas besoin. La seule chose à savoir, c'est qu'il est interdit de faire du feu. Tu veux acheter de la bebête? Fais-toi plaisir. Des alcools? Il y en a à foison. Tu peux te constituer un tel arsenal que tu liquideras la moitié du métro sans problème. La prostitution fleurit, mais je recommande l'abstinence, s'empressa-t-il d'ajouter, en marmonnant quelque chose de confus à propos d'expériences personnelles. Et le wagon, c'est quoi? Demanda Artyom. Le wagon, c'est leur quartier général. Si quelqu'un est en tort vis-à-vis d'eux, qu'il refuse de payer, qu'il leur doit de l'argent ou que sais-je encore, c'est là qu'ils le traînent. Il y a aussi des geôles et une salle d'interrogatoire. Il faut l'éviter comme la peste. T'as faim? Demanda Touze en changeant de sujet. Artyom opina du chef. Dieu seul savait combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait bu du thé en discutant à la Soukarevskaya. Sans montre, il avait perdu la notion du temps. Ses errances dans les tunnels, avec leur lot d'émotions fortes, pouvaient s'étirer sur des heures ou filer en quelques minutes. D'autant que, dans les tunnels, le temps ne s'écoulait pas toujours à la même vitesse qu'ailleurs. Mais quoi qu'il en fût, il avait faim. Il regarda autour de lui. « Brochit chaude !» cria un vendeur au teint hâlé et à la moustache noire qui se tenait non loin. Sa prononciation était étrange. Il roulait les R et les E devenaient des I. Artyom avait déjà eu l'occasion de croiser des gens aux accents et prononciations différentes, mais il n'y avait jamais accordé d'importance. L'important était qu'il connaissait ce mot. Les brochettes étaient très appréciées à VDNKH, et on en cuisinait souvent. Des brochettes de porc, bien entendu. Mais ce qu'agitait le marchand ne ressemblait guère à une brochette traditionnelle. Artyom examina longuement les morceaux de viande grillée embrochés sur les pics avant d'y reconnaître des bouts de rat grâce à leurs pattes racornies. Il eut un haut le cœur. « Tu ne manges pas les rats ?» demanda Touze avec compassion. « Mais eux, » il désigna le marchand basané du menton, « ne cuisinent jamais de cochon. Cela leur est interdit par le Coran. Tu sais, c'est rien le rat, ajouta-t-il en lorgnant sur les brochettes avec convoitise. Moi non plus, j'en mangeais pas. Puis je m'y suis fait. C'est un peu dur, bien sûr. Il y a pas mal d'os aussi. Et leur viande pue un peu. Mais ces montagnards, ils savent comment préparer un rat. Ça, tu peux pas le leur enlever. Ils le font mariner. Ça rend la viande aussi tendre que celle de ton cochon. Et ils ajoutent des épices. Et puis c'est bien moins cher. Artyom mit la main devant sa bouche, inspira profondément et s'efforça de penser à autre chose. Mais devant ses yeux allaient et venaient les rats rôtis, la pique métallique s'enfonçant par derrière et ressortant de leur gueule entr'ouverte. « Tu fais comme tu veux, moi je vais me régaler. Allez, joins-toi à moi. C'est seulement 3 poulettes la brochette, conclut Touze en se dirigeant vers le marchand. Artyom, non sans avoir prévenu Khan, partit en quête d'une pitance plus appropriée. Il fit le tour de la station, refoulant poliment les vendeurs importuns qui lui proposaient du samogon embouteillé dans tous les récipients imaginables, dévorant des yeux les jeunes femmes appétissantes, à moitié dévêtues, qui se tenaient devant des tentes entr'ouvertes et jetaient aux passants des regards appuyés. Elles étaient certes vulgaires, mais tellement libres, tellement débridées, rien à voir avec les femmes sévères, écrasées par le dur labeur qui vivaient à VDNKH. Il s'attarda également devant les étals de livres, mais n'y trouva rien d'intéressant. Des livres en mauvais état, d'un format de poche et bon marché, racontaient des histoires de grand amour pour les femmes, de meurtre et d'argent pour les hommes. Avec ses 200 pas de longueur, le quai était un peu plus étendu que la moyenne. Les murs et les piliers, dont la forme rappelait celle d'un accordéon, étaient recouverts d'un marbre gris jaunâtre avec des touches de rose. Le long des voies, la station était décorée de lourdes feuilles ciselées d'un métal jaune terni par le temps, sur lesquelles étaient gravés, à peine reconnaissables, des symboles d'une époque révolue.
Toute cette beauté silencieuse résistait mal aux assauts du temps, et des hommes ne présentaient plus qu'un pâle reflet des splendeurs d'antan. Le plafond était noir de suie, les murs constellés d'inscriptions à la peinture ou au charbon, et de dessins, le plus souvent obscènes. Des débris de marbre jonchaient le sol par endroits, et les feuilles de métal étaient rayées. Au milieu de la salle, à droite, au-delà d'une volée de marches d'un large escalier, derrière une passerelle, on apercevait l'autre salle de la station. Artyom aurait voulu s'y promener aussi, mais il s'arrêta à côté d'une barrière métallique qui lui coupait la route. À côté du passage étroit reliant les deux territoires se tenaient deux groupes d'hommes. Des molosses aux pantalons de survêtement dont la vue était déjà familière du côté d'Artyom, et de l'autre des hommes bruns à la peau basanée, moins massifs, mais d'un air aussi peu enclin à la plaisanterie que leur homologue. Un d'entre eux serrait entre ses genoux une mitraillette, et de la poche d'un deuxième dépassait la crosse d'un pistolet. Les deux groupes discutaient paisiblement, et il était difficile de croire qu'ils aient pu un jour se livrer à une guerre sans merci. Ils expliquèrent à Artyom avec une certaine politesse que le passage vers l'autre partie de la station lui coûterait 2 cartouches, et qu'il aurait à débourser le même prix s'il voulait revenir ensuite. Ayant retenu la leçon cuisante reçue à son arrivée, il ne débattit pas de l'équité de cette taxe et fit demi-tour. Ayant fait le tour de la station, Artyom revint à l'endroit même où il était arrivé en montant les voies. À son grand étonnement, il découvrit que la station ne s'arrêtait pas là et qu'il y avait un escalier ascendant qui menait à une autre salle. Moins vaste, coupée en deux par les mêmes barrières métalliques que l'accès à la station jumelle, devant lesquelles se tenaient des hommes en faction. Encore une frontière séparant deux territoires. Ce qu'il vit dans la partie droite de la salle le laissa sans voix. Un véritable monument commémoratif. Il ressemblait en tout point à ceux qu'il avait vus sur des photographies de la ville, à la différence près qu'au lieu de représenter un homme de pied, il n'y avait qu'une tête. Mais quelle tête! Elle mesurait au moins 2 mètres de haut. Malgré le sommet maculé de son crâne et les reflets malheureux de son nez, polis par les milliers de mains qui s'en étaient servies comme un appui, elle inspirait le respect et, dans une certaine mesure, la crainte. L'esprit d'Artyom s'emplissait d'histoires de titans, dont l'un des représentants, au cours d'une bataille, aurait perdu la tête. Coulée dans le bronze, elle décorait désormais les halls de marbre de cette petite Sodome, creusée dans les tréfonds de la terre pour échapper à l'œil du Seigneur et se préserver de son courroux. Le visage portait une expression de tristesse, et Artyom soupçonna tout d'abord qu'elle appartenait à saint Jean-Baptiste, du Nouveau Testament, qu'il avait eu un jour l'occasion de feuilleter. Puis il décida, compte tenu de ses proportions, qu'elle était celle d'un des 2 héros de la légende de David et Goliath, retrouvé dans sa mémoire un peu plus tôt, qui était grand et fort, et au final s'était retrouvé décapité. Artyom se renseigna auprès des habitants de la station qui se trouvaient non loin. Mais pour sa plus grande déception, nul ne put lui apprendre à qui avait appartenu cette tête. Cependant, juste à côté du monument, il découvrit un endroit extraordinaire. Un véritable restaurant, installé dans une grande tente propre et accueillante, dont la couleur vert foncé lui rappela immédiatement celle qu'ils avaient à VDNK-H. À l'intérieur, il y avait quelques petites tables dressées avec soin, des fleurs en plastique avec des feuilles en toile, dont la présence l'étonna, même si elles étaient jolies. Et posées sur les tables, 2 petites lampes à huile créaient une atmosphère intimiste, irradiant une chaleureuse lumière tamisée. Et la table, des mets dignes des dieux, du porc grillé aux champignons qui fondaient dans la bouche. Même si on préparait ce plat à l'occasion des fêtes à VDNK-H, ce n'était jamais aussi savoureux et sophistiqué. Les gens assis autour de lui avaient l'air importants et respectables. Ils s'habillaient avec goût et portaient des vêtements de qualité, des commerçants d'envergure. Ils découpaient délicatement et portaient à leur bouche de petits morceaux de côtelettes grillées à point, baignant dans leur graisse chaude et aromatisée, et devisaient à voix basse de leur affaire en gratifiant Artyom de temps à autre de regards à la curiosité polie. C'était cher, bien sûr. Il avait dû extraire de son chargeur 15 cartouches pour les glisser dans la pomme grande ouverte de l'imposant aubergiste, et s'était morigéné pour avoir cédé à la tentation.
mais il avait ressenti un tel bien-être à la suite de ce repas chaud que la voix de la raison se tut. Et cette chope de bière brassée maison, ronde, agréablement grisante, sans être forte, rien à voir avec le samogon trouble versé dans des récipients douteux dont la seule odeur vous coupait les jambes. Encore 3 cartouches. Mais que sont 3 malheureuses cartouches si on peut les échanger contre une fiole d'un doux élixir qui vous réconcilie avec l'imperfection du monde et vous apporte l'harmonie? Seul face à lui-même pour la première fois depuis plusieurs jours, sirotant sa bière à petites gorgées, Artyom essaya de faire le point sur les derniers événements et de décider de la route à suivre. Il avait atteint une nouvelle étape de son parcours et se trouvait à nouveau à une croisée des chemins. Il avait l'impression d'être un preux chevalier issu des contes de son enfance, tellement lointaine qu'il ne se rappelait plus qui de son père adoptif, des parents de Jeniya ou de sa mère les lui racontait. Il aimait à penser qu'il les avait entendus de sa mère, et il lui semblait même que l'image de son visage apparaissait furtivement devant ses yeux et qu'il entendait une voix entonner « Il était une fois ». Comme le preux chevalier des contes, il se tenait à la croisée des chemins et 3 routes s'offraient à lui. Celle vers la station Kouznetsky Most, celle vers la Tretiakovskaya et celle vers la Taganskaya. Artyom sirotait sa bière, saisi d'une douce langueur, et il se sentait à cet instant peu enclin à réfléchir. Cette torpeur aurait pu se prolonger sans fin, tant il avait besoin de repos après toutes ces émotions fortes. Il lui faudrait demeurer un peu à Kitaïgorod, prendre le temps de se renseigner sur les différentes destinations. Il fallait absolument qu'il parle avec Khan pour savoir s'il l'accompagnerait dans son voyage ou si leurs chemins se séparaient dans cette étrange station. Mais rien ne se passa conformément au plan qu'Artyom établissait paresseusement, ses yeux vagues plongés au cœur de la petite flamme dansante qui éclairait sa table.